Bonjour, je m'appelle Anouban Kate, je suis le cofondateur du Forum France-Inde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir parmi nous, avec nous, Anne Viguier, et on va parler de son livre Brève histoire de l'Inde. Euh, Anne Viguier est une historienne, elle est spécialiste de l'Inde. Elle est maîtresse de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales, INALCO. Elle dirige là-bas le département d'Asie du Sud et Himalaya. Elle est chercheuse également au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Bienvenue, Anne. Donc, ma première question serait, quelle était votre inspiration derrière ce livre? Bah d'abord, merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravie d'avoir cette conversation avec vous aujourd'hui. Alors, ce livre, euh, je pense que, en tout cas, l'objectif qui m'habitait dans l'écriture, c'était vraiment de proposer un texte qui soit lisible par un public le plus large possible. Donc, c'est pas un ouvrage purement académique. Alors évidemment, c'est une gageure de faire une approche de l'histoire de l'Inde en quelques centaines de pages, parce que c'est très vaste et très complexe. Mais j'avais vraiment l'objectif pas de simplifier, mais d'entrer dans un certain nombre de thématiques, alors en suivant la plupart du temps un plan chronologique, mais qui permettent aussi de comprendre au fur et à mesure comment l'histoire de l'Inde aujourd'hui est revisitée, rediscutée en Inde en particulier, et les polémiques, les représentations qui se font sur cette histoire. Donc il y avait un peu un double objectif. Et c'est vrai que ce livre est vraiment destiné à un public français. Je pense que malheureusement, nous ne sommes pas très très nombreux en France à travailler sur l'Asie du Sud et l'Inde, même s'il y a un certain nombre de chercheurs, bien entendu, hein, mais par rapport évidemment à ce qui est produit dans le monde anglo-saxon. Et donc, je pense que c'est important de proposer aussi des textes qui sont aptes à diffuser des connaissances qui vont un peu contre un certain nombre de clichés qui sont toujours un peu répandus en France quand on parle de l'Inde, et y compris d'ailleurs dans les médias. Donc, et voilà, c'était un peu cet objectif. Une chose qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que vous citez beaucoup de livres dans votre ouvrage, les livres en français, en anglais, et ça donne presque envie d'en lire davantage. Et puis, j'ai trouvé aussi que est-ce que la démarche, c'est qu'on lit beaucoup sur un sujet, et puis on lit encore davantage, on fait des réflexions, on fait peut-être des visites dans le pays, et puis à la fin, on fait une synthèse, et ça devient presque invivable parce qu'on est obligé d'écrire quelque chose. Est-ce que c'est comme ça qu'on devient un écrivain? Oui, 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 c'est très intéressant ce que vous dites. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Bon, ça fait quand même longtemps que je travaille évidemment sur l'Inde, sur des choses un peu spécifiques. Je suis plutôt spécialiste de l'Inde du Sud. J'ai écrit surtout des articles et aussi des ouvrages collectifs avec des collègues. Et aussi, j'enseigne. Ça, c'est un point très important, je pense, dans la construction de l'ouvrage. C'est-à-dire que j'enseigne à l'INALCO l'histoire de l'Inde, un public de licence principalement, même si j'ai aussi des cours en master, donc des choses qui peuvent être assez basiques pour des gens qui ne connaissent pas du tout ou qui ont des connaissances très superficielles de l'histoire de l'Inde. Et évidemment, quand on enseigne, on est obligé de chercher la clarté, l'intérêt aussi, de susciter l'intérêt, d'où je pense par exemple l'utilisation d'anecdotes ou de personnages, essayer de faire vivre un petit peu les choses de façon un peu concrète, parce que l'écriture de l'histoire, en fait, c'est une œuvre d'imagination, hein. On imagine comment était le passé, comment vivaient nos prédécesseurs, etc. Donc, bon.
essayer de rendre ça vivant. Donc je pense que c'est vrai que ces années à la fois de recherche et d'enseignement m'ont fait accumuler beaucoup d'éléments, d'ouvrages, de notes, d'articles, etc. Et c'est vrai, il y a un moment où on a envie d'aboutir à quelque chose de synthétique, en fait, et de partager aussi ces connaissances-là le plus largement possible, hein. Donc, c'est tout à fait vrai. Et par rapport aux références que je fais dans le livre à des ouvrages, c'est vraiment un choix que j'ai fait aussi en accord avec mon éditrice, bien sûr, de proposer essentiellement des ouvrages en français, parce que comme ce livre, évidemment, s'adresse à un public français, pour l'instant, enfin bon, il a été traduit en roumain, donc il y a une version roumaine. Oh, Mais bien sûr que un certain nombre des ouvrages que j'ai utilisés pour écrire l'article sont des ouvrages en anglais, puisque c'est là qu'il y a le plus de littérature. Mais si j'avais commencé à dire tout, c'était pas possible en fait. Et je pense que même le lecteur aurait été perdu dans les choix. Donc je me suis dit autant utiliser ce qui existe en France, les publications, et il y en a quand même un certain nombre, même s'il y a quelques ouvrages en anglais que j'ai quand même cités aussi parce qu'ils m'ont été très utiles, particulièrement sur ce livre. Voilà. Donc, en fait, on a quand même un certain nombre de choses disponibles en français. J'espère qu'il y en aura de plus en plus à l'avenir aussi. mais toute une dernière question par rapport à cette expérience de lire d'abord de ces ouvrages sur l'Inde. Donc, est-ce que vous avez remarqué une différence entre l'approche des anglo-saxons, surtout peut-être des Anglais, quand ils écrivent sur l'Inde, et de vous ou vos camarades français, euh, bien sûr parce que l'Inde n'était pas la colonie des Français, mais c'était des Anglais. Donc, est-ce que quand les Anglais écrivent peut-être sur les colonies françaises et inversement, est-ce que vous avez remarqué les différences d'approche et aussi par rapport aux Indiens peut-être qui écrivent sur l'Inde? Peut-être que d'une certaine manière, disons, l'Inde fait moins partie de l'histoire des Français. Donc on a un côté un peu plus extérieur, même s'il y a quand même Pondichéry et ses liens qui existent et qui perdurent hein, avec quelques régions de l'Inde du Sud. Mais donc peut-être, en tout cas, ce qui est certain, c'est que par exemple, moi, dans mes études d'histoire, bon, je suis agrégée d'histoire, donc j'ai commencé par faire des études d'histoire. J'ai fait une maîtrise sur l'histoire de France. Enfin, bon, au départ, c'était ça. Et dans mon parcours d'historienne, je n'ai jamais été en contact avec quelque chose qui me parlait de l'histoire de l'Inde. Donc c'est quelque chose que j'ai développé après. Et peut-être que, évidemment, pour des historiens anglais, par exemple, j'imagine que quand même ils rencontrent l'histoire de l'Inde dans leurs études. Donc ils sont plus imprégnés et du coup de certaines interprétations, l'école de Cambridge ou la nouvelle école, enfin effectivement, alors que nous, Français, on aborde peut-être ça un peu plus tard dans notre formation. Et donc, on la met un peu plus à distance. Peut-être qu'il y a une différence dans ce sens-là. Après, pour ce qui est des sources, enfin, il y a aussi beaucoup d'Indiens qui écrivent, hein, et c'est peut-être ceux qui m'ont le plus inspiré. Donc, je ne sais pas si je peux vraiment comparer avec des ouvrages écrits par des Anglais ou des Américains. Bon, les Américains, c'est encore autre chose. Et souvent, c'est des Indiens, d'ailleurs, qui vivent aux États-Unis. Donc, donc voilà, je pense Oui. que peut-être que les Français, enfin, mais ça c'est plutôt dans une écriture académique, ont moins cette espèce d'habitude des auteurs anglo-saxons de toujours commencer par des choses très théoriques. Ouais. Ah, et en France, on aime bien en histoire être plus pragmatique et plus concret tout de suite. Il y a une petite différence peut-être là-dessus, mais En tout cas, j'ai remarqué que dans les livres scolaires en France, j'ai pu lire un petit peu, qu'on ne parle pas beaucoup de l'Inde et que, contrairement, on parle tellement et autant des États-Unis. Et ça m'avait vraiment fait un contraste. Mais bon, ok. Donc, avançons. Ce que je voudrais dire à mon audience aussi, c'est que le livre est très fascinant, très, très chouette. Il y a beaucoup de sujets. Et avec Anne, ce que j'ai décidé, c'est qu'on va visiter quelques thèmes, brièvement peut-être, en espérant que ça vous donnera envie de lire ce livre. Donc commençons par l'approche des Indiens envers l'histoire. Et vous dites que contrairement, par exemple, dans l'Empire chinois, où il avait une volonté politique d'écrire l'histoire, en Inde, on n'en a pas vraiment.
Il n'y a pas des historiographiques, les preuves, beaucoup. Il y a quelques, voilà, vous citez Edith d'Ashoka, la biographie d'Arsha, ou ouvrage unique du XIIe siècle qui raconte l'histoire des rois du Cachemire. Mais à part ça, il n'y en a pas. Et puis, on revient à cette question que l'histoire, c'est une question d'interprétation, parce que le passé a rarement été conservé de manière consciente dans des archives, et comme c'était le cas en Europe et en Chine. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette approche vraiment spécifique à l'indienne vers l'histoire? Oui, oui, c'est très important parce que du coup, enfin, cette absence finalement d'historiographie ancienne, hein, enfin avant le XVIe siècle, a mené Alors ça, c'est des interprétations qui viennent de l'époque coloniale, les chercheurs à dire, bon, bah, en fait, les Indiens ne s'intéressent pas à l'histoire. C'est-à-dire que parce qu'il n'y a pas d'historiographie, finalement, le passé, etc., c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse. Et donc, il y a d'autres aspects, évidemment, sur lesquels ils ont beaucoup philosophé, réfléchi, et donc la religion, etc. Et en fait, ça, c'est une vision tout de même enfin, erronée, maintenant, on le sait, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé ça c'était dans mes recherches initiales sur l'Inde du Sud, et je me souviens d'une citation d'un illustrateur et aussi écrivain britannique qui s'appelle Buchanan, qui a voyagé à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe, en Inde du Sud, et il dit dans son ouvrage euh, les, que les brahmanes ne s'intéressent pas à l'histoire, mais les marchands, oui, et qu'à eux, on peut poser des questions sur l'histoire. Donc en fait, il y avait forcément, d'ailleurs, si on parle des marchands, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet, je pense, parce que c'est un point qui me tient à cœur de montrer que l'Inde, certes, a fait beaucoup d'ouvrages et de réflexions d'ordre philosophique, spirituel, etc., mais s'intéresse aussi au bien matériel et au commerce. Et pour cela, il y a besoin d'avoir des connaissances sur les territoires avec lesquels on fait du commerce et puis aussi sur leur passé. Donc il y a des choses qui ont été maintenues et transmises au sein des familles, au sein des groupes sociaux, mais plutôt oralement en fait. Et pas forcément effectivement transcrit parce que les chefs politiques, eux, n'ont pas eu ce souci. Et je pense que c'est parce que ça peut être lié au fait que il n'y a pas non plus vraiment d'effort de centralisation pour tout contrôler et tout dominer. Parce qu'en fait, quand on regarde le monde chinois, qui est vraiment un monde plein d'historiographie, c'est absolument fascinant, hein. Quand on est indianiste, on regarde ça, on se dit quelle chance ils ont. Ils ont tellement de sources et tellement de documents, les historiens sur la Chine. Mais en fait, ça fait partie d'une façon de concevoir le politique et ça m'a mis sur le monde et qui passe aussi par une écriture officielle de l'histoire. Et cette mainmise-là, elle n'est pas déployée en fait en Inde. Et ça dit quelque chose sûrement aussi de la place du politique en fait dans le monde indien, je pense. Et c'est d'ailleurs un peu la même chose pour l'Europe, hein. Oui, d'accord. J'aimerais bien maintenant commencer à parler de la civilisation indienne et vraiment la particularité de la civilisation si on compare avec d'autres civilisations. Je vais citer quelques remarques venant de votre livre et ensuite je vais vous inviter à développer ou commenter. Donc vous dites que voilà, c'est clair qu'il y avait plusieurs vagues de peuplement qui sont venus de l'extérieur, qui ont progressivement colonisé le vaste monde indien, qui aujourd'hui, qui comprend les 7 pays d'Asie du Sud, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan et le Sri Lanka. Et pourquoi ils sont venus? Parce que ces groupes d'humains étaient influencés, attirés par ces fleuves alimentés par les pluies de la mousson et les glaciers de l'Himalaya, ces forêts tropicales, sa riche faune sauvage, ses ressources minérales, et retenus par un climat propice au développement agricole. Ensuite, aujourd'hui, nous savons que l'Inde, c'est le pays le plus peuplé du monde, 1,4 milliard, mais il y a 3000 ans, il n'avait que 12 millions d'habitants. Voilà. Et puis, c'est vraiment l'ouest, la partie l'ouest de l'Inde qui resta toujours la voie de passage privilégiée
Mais jusqu'au début du XVIe siècle, la plupart des nouveaux venus n'allèrent guère au-delà de la vallée d'Indus. Après, voilà, il y avait aussi les Perses au temps de Cyrus, donc c'est fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Puis il avait des Grecs, il avait le sillage de l'expédition d'Alexandre le Grand, qu'on connaît, moins 325. Il avait les Scythes, je ne sais pas si je prononce bien, S-C-Y-T-E-S, Scythes, et les Parthes au premier siècle avant notre ère. Et puis, il avait des peuples nomades d'Asie centrale, les Kushans en 48 et puis les Huns en 400. Dernière chose, et après, voilà, on a eu évidemment les musulmans à partir de 700, on a eu des Zoroastriens d'Iran qui sont nommés Parsis car c'est la langue perse, et c'est grâce à vous que j'ai fait ce lien, perse et Parsi. Euh, et puis parce qu'ils étaient chassés d'une Perse islamisée après le 7e siècle. Il y a aussi les Juifs de Cochin que vous parlez d'un petit village au Kerala qui sont des descendants des réfugiés venus de Palestine après la destruction du second temple en moins 70. Vous parlez de Dalai Lama ensuite, beaucoup plus tard. Mais tout ça, c'est pour dire que l'Inde était accueillant, ou peut-être que l'Inde n'avait pas le choix, mais l'Inde a su intégrer les gens venant de ailleurs. Et la dernière phrase que je veux dire, c'est vous dites que ce n'est pas le politique qui, comme en Europe, a construit cette diversité résistante. À vous de commenter. Oui, alors effectivement, le peuplement de l'Asie du Sud, c'est quelque chose de difficile à aborder, hein, c'est ce que je précise aussi au début du chapitre qui en parle, parce qu'on manque de sources. Donc c'est principalement pour les premières vagues de peuplement, c'est des reconstitutions avec des études linguistiques. Et du coup, ça donne lieu à beaucoup de débats, évidemment, puisqu'on n'a jamais de preuve définitive du moment de l'arrivée d'une population, de la façon dont elle s'est répandue en fait dans le territoire d'Asie du Sud, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une constante, et c'est pour ça que j'ai cité des exemples en fait d'arrivée de peuples beaucoup plus récents que les plus anciennes vagues qui datent de la préhistoire. C'est qu'il y a des groupes qui continuent d'arriver et ces groupes alors sont accueillis, enfin bon, en tout cas ils arrivent à s'installer, donc ils sont accueillis d'une certaine manière et ils préservent sur une durée longue des spécificités. Et donc là, il y a quelque chose oui, je pense, d'assez particulier à l'Inde. Cette capacité à la fois à absorber, bon ça c'est souvent dit, hein, que l'Inde absorbe en fait ce qui vient de l'extérieur et le transforme et l'indianise en quelque sorte. Donc il y a des formes d'absorption et certainement que ces groupes en arrivant diffusent certaines parts de leur culture autour d'eux, mais ils préservent des particularités. Et évidemment, l'exemple des Parsis est très parlant pour ça. Mais voilà, donc ça, c'est, je pense, une particularité sans doute de ce qu'on peut appeler la civilisation indienne. Euh, voilà. Mais il y a vraiment une grande disproportion entre les premières vagues qui peuplent, en fait, en arrivant par l'ouest de l'Inde, donc les premières populations de chasseurs-cueilleurs, ensuite les proto-dravidiens et puis ensuite les Indo-Aryens, qui forment en fait la base, le socle en termes numériques et qui ensuite Mhm. croissent par démographie, et puis les autres arrivées plus tardives qui sont beaucoup moins importantes ensuite en termes de nombre, qui se mélangent plus ou moins avec le reste. Je voulais juste préciser que ce que vous dites pour les Juifs de Cochin, Mhm. c'est ce qu'ils disent, hein, c'est une sorte de légende. On ne peut pas prouver qu'ils sont arrivés à l'époque de la destruction du temple, mais D'accord, ce qui fait partie de leur identité. Voilà. d'accord, très bien. Et si on avance sur la même idée, donc il y a deux visions qui existent en Inde par rapport à l'arrivée de ces gens venant de l'extérieur, disons. Donc, la première vision, vous dites que c'est va dans sa civilisation une capacité inouïe à absorber les apports extérieurs et une propension congénitale à la tolérance, seule capable d'assurer l'unité dans la diversité.
Et voilà, les hommes et femmes qui ont défendu ou qui ont participé dans la libération de l'Inde ont beaucoup suivi cette approche, on peut dire, cette vision. Et la seconde perçoit douloureusement une histoire marquée par des conquêtes successives dans les dernières vagues, venues du monde musulman, puis de l'Europe, auraient été les plus destructrices de l'Inde. Oui, est-ce que vous avez des commentaires sur ces deux visions qui s'affrontent? Oui, oui, c'est des choses qu'on peut revoir au fur et à mesure du livre, d'ailleurs, dans les interprétations des différentes périodes historiques. Euh, oui, je pense que c'est un peu à ça qu'on assiste aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des nuances après, et puis il peut y avoir encore plus de perceptions. Mais c'est vrai que cette première vision d'une Inde ouverte, tolérante et marquée par la diversité, on peut dire que c'est celle qui est un peu à la base de la création de l'Union indienne en 1947, hein, et de ce qu'on appelle la démocratie indienne en fait. Euh, et puis la seconde vision, peut-être qui s'exprime dès la fin du 19e siècle, parce qu'il y avait cette souffrance finalement d'être bon, dans un contexte de domination coloniale, d'être infériorisé en tant que peuple et civilisation, au niveau politique et aussi culturel, hein, puisque la colonisation culturelle est de domination culturelle, et donc du coup un désir de retrouver ses racines, et les racines les plus anciennes, c'est souvent ce qui est mis en avant, quoi. Donc, là, eh bien, on va aller rechercher dans des textes en sanskrit qui datent d'avant notre ère et qui formeraient un socle qui précéderait effectivement des invasions ultérieures et notamment les invasions venues d'Asie centrale des musulmans. Et voilà, donc ça, c'est effectivement une vision que diffuse et qui est un peu mise en valeur aujourd'hui par le courant des nationalistes hindous. Euh, Oui, c'est un point important et ça sert de socle pour revisiter en fait l'histoire indienne. bien sûr. Sous ce mot civilisation, j'ai un petit exemple personnel à vous citer. Donc, en 2006, quand je suis venu en France pour la première fois, je discutais avec une amie française par rapport à la trafic, disons, le trafic, la circulation en Inde. Et spontanément, elle a dit, bah, vous n'êtes pas très civilisé en Inde. Et ça m'a beaucoup marqué ce mot. L'Inde est une grande civilisation de 5000 ans. Peut-être qu'on n'est pas très discipliné, ça je peux comprendre au niveau trafic, mais il y a ça. Et peut-être vous connaissez déjà aussi cette fameuse phrase de Gandhi quand un journaliste occidental lui a posé la question, qu'est-ce que vous en pensez de la civilisation occidentale? Donc, Gandhi, il a pris quelques minutes peut-être, il était calme. Et après, il dit, bah, ça serait une bonne idée. Donc voilà, c'était très ironique de sa part. Mais ce mot, surtout on vit dans l'époque où on dit le clash civilizational, voilà, en anglais, ou l'affrontement. Ah, donc oui, ça, ce mot suscite beaucoup de émotions. Oui, oui, bah, de toute façon, c'est un terme un peu fourre-tout, on met tout ce qu'on veut dedans. Et c'est vrai que c'est pas très satisfaisant de l'utiliser en réalité. Mais bon, Ouais, c'est vrai. J'aimerais, avant d'avancer, juste partager de, une carte avec vous que vous avez, donc carte de la civilisation Indus. Donc c'est de ce côté l'ouest qu'on a eu plupart des arrivées, on peut dire. Et la civilisation Indus est ici. Surtout, on a des sites comme Harappa et Mohenjo-daro qui sont aujourd'hui au Pakistan. Donc voilà, si vous avez des commentaires sur cette carte, sinon on peut avancer. bah, à ce moment-là, il faudrait parler effectivement de cette civilisation de l'Indus, qu'on peut considérer comme un peu le début de l'histoire, entre guillemets, par rapport à la préhistoire. Mais bon, même si cette division, cette histoire préhistoire est un peu sujette à caution, mais euh, Mm. c'est très intéressant, cette civilisation de l'Indus, comme on l'appelle, ou Indus Sarasvati d'ailleurs, puisque en Inde, on emploie plutôt ce terme-là. Euh, Parce que, bon, d'abord, c'est une découverte assez récente, les traces de cette civilisation, hein, puisque ça date du début du siècle, à la suite de recherches archéologiques.
Et ça dit quelque chose d'ailleurs sur la civilisation, parce que dans un premier temps, ce sont des archéologues britanniques, évidemment, avec des archéologues indiens qui ont découvert ces sites. Et c'était tellement extraordinaire ce qu'ils trouvaient, avec des villes comme Mohenjo-Daro, qui est marquée par un très bon ordonnancement du plan urbain, des maisons assez vastes qui sont toutes avec des réductions d'eau, évacuation des égouts, etc. Et donc ça paraissait vraiment très très développé, disons si on peut employer ce terme-là. Donc du coup, ils se disaient, mais non, ça peut pas être indien. Donc ça doit venir d'ailleurs, ça doit être des colonies qui sont de la Mésopotamie, parce qu'on connaissait déjà la Mésopotamie. Et après, en ayant plus de recherches, on s'est rendu compte que non, c'était vraiment une civilisation à part entière et qui était reliée par le commerce avec la Mésopotamie, mais qui n'était pas la Mésopotamie. Donc ça en dit quelque chose aussi sur la façon dont on comprenait en fait, ce que pouvait produire l'Inde à cette époque-là. Voilà. Et c'est moi, enfin, ce qui est extraordinaire dans cette civilisation-là, même si on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une suite ensuite, quel est l'héritage en fait dans l'Inde d'aujourd'hui sur cette civilisation, évidemment, hein, c'est difficile à dire, mais il y a quelque chose de frappant, c'est qu'il n'y a pas de site de monumentalité étatique. Donc, visiblement, c'est oui, une civilisation qui s'est construite sans élaborer un État central. On ne sait pas trop quelle relation il y avait entre les villes, mais il n'y a pas de palais, de traces de palais, de traces de temples même, hein, même d'un point de vue religieux. En fait, il n'y a pas de. Le seul grand bâtiment commun, par exemple, à Mohenjo-Daro, ce sont des bains publics. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on interprète ces traces. Et donc là, on a une forme finalement d'organisation humaine qui n'est pas à rentrer dans un modèle étatique. Et ça reste un peu un mystère, hein, puisqu'on n'a pas Oui. défini sûr, mais bon, ça fait partie des inventions humaines euh, dans les modes d'organisation. Oui, et parlant de mon mystère, vous dites aussi que la disparition de cette civilisation était aussi mystérieuse. C'est un mystère. Parce que, pendant longtemps, on a pensé que c'était l'arrivée du peuplement indo-arien qui avait détruit cette civilisation, mais là, on sait aujourd'hui que c'est pas le cas. En fait, Oui, commençait à se décliner avant. Et en plus, il n'y a pas de traces de guerre, enfin de destruction. Donc, ça s'est vraiment fait, et probablement par des questions climatiques, ce qui nous parle beaucoup aujourd'hui. oui, c'est vrai. Des rivières. Oui, et comme vous pouvez imaginer, en Inde, on ne parle pas beaucoup de Pakistan, et surtout pas dans le contexte correct, avec une rationalité, je dirais, et avec une distance. Mais là, ce que je trouvais très, très remarquable ici, vous dites que il y a l'interprétation qui est inverse au Pakistan, parce que la civilisation de l'Indus est perçue comme prévédique et donc non hindoue. Et ça offre une partie acceptable du passé pré-islamique. Et vous citez aussi d'un festival des Sindhi en 2014 par un homme politique à Mohenjo-Daro. Euh, voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Et complètement, c'est vrai que enfin, au Pakistan, construire une histoire longue, bon, quand on arrive avant l'époque islamique, ça peut poser problème. C'est des choses qui sont pas finalement étudiées. Et oui, oui, ce passé-là, il est en quelque sorte un peu protégé de cela. Mm. Très bien, bah, merci. Je vous rappelle que je suis avec Anne Viguier et nous parlons de son livre très chouette, Brève histoire de l'Inde. Avançons. Maintenant, j'aimerais bien commencer à parler avec l'hindouisme. Et surtout la partie où vous dites que voilà, il y avait une transformation de sacrifice vers dévotion. Vous parlez de l'ère védique et il y avait une transition de l'ère védique vers le bouddhisme. Vishnu et Shiva, ce sont les dieux védiques. Après, on a voulu écrire aussi Ramayana et Mahabharata. C'est pour une réaction brahmane à la diffusion du bouddhisme et du jainisme. Et Rama et Krishna, qui sont perçus comme les dieux qui sont plus proches des hommes. Donc, ça attire la dévotion. Vous citez aussi Bhagavad Gita, qui faisait une concurrence un peu à bouddhisme.
Donc oui, est-ce que vous avez des choses à dire sur cette première partie, on peut dire, de l'hindouisme? Bon, là, on arrive à des choses très, très complexes et très, très difficiles à résumer, bien entendu. Et, euh, et donc, il y a aussi des spécialistes de l'histoire religieuse qui peuvent développer sur ce sujet-là. Euh, Effectivement, on a cette ancienne religion, dite religion védique, qui était celle des pasteurs semi-nomades indo-ariens, avec ce texte du Veda, en fait, qui sont des hymnes destinés à être euh, enfin, oraux, en fait, hein, chantés, euh, et qui donnent à voir une religion du sacrifice, effectivement, dans lequel il y a une caste sacerdotale hein, qui est chargée de ce sacrifice, donc ce sont les brahmanes, et sacrifices qui évidemment sont très importants pour maintenir l'ordre du monde et lutter contre le chaos qui le menace. Euh, et alors, on va dire, ces textes datent entre moins 1500 et moins 500, en fait, hein, ce qu'on appelle le Veda. Et on voit progressivement, effectivement, des transformations de ces approches-là avec l'apparition de la croyance dans la transmigration, la notion de karma, et puis des réflexions aussi sur la façon dont on peut euh, aller vers une élévation spirituelle pour sortir finalement du monde souffrant dans lequel on est, avec de multiples sectes qui ont fait des recherches pour essayer de s'élever spirituellement. Et c'est dans ce contexte-là qu'effectivement s'est développé le bouddhisme, alors dans un premier temps avec la, la- la- la prêche, le prêche du Bouddha, donc Siddhartha, au 5e siècle, entre le 5e siècle et le 4e siècle avant notre ère, qui était un prince et qui ensuite a quitté son monde protégé de prince pour faire des recherches d'ordre spirituel et qui a prêché ce qu'on appelle la voie du milieu, c'est-à-dire non pas uniquement se sortir euh, du monde, en fait, et vivre hors du monde pour se libérer, ni non plus dépendre finalement des sacrifices accomplis par les brahmanes, mais par soi-même, par une recherche sur l'origine de la souffrance, pouvoir se délivrer de ces enchaînements et du monde souffrant. Mais donc, cette prêche, bon, qui probablement à cette époque, il y avait d'autres sectes, il y a aussi l'origine du jainisme à la même époque, et très probablement, comme il y a eu un certain succès finalement de cet enseignement, parce que il finalement permettait à chacun d'avancer vers une forme de libération, en dehors même des structures et de cette pratique de la religion sacrificielle. Et donc ce bouddhisme s'est développé, s'est répandu en Inde, et très probablement qu'il y a eu évidemment en face des réactions et la religion dite védique s'est transformée vers une religion de la dévotion, comme vous l'avez dit. Et alors ça, cette euh, disons concurrence peut-être entre bouddhisme et védisme qui devient ensuite ce qu'on appelle le brahmanisme, ce sont des hypothèses hein, et qui sont avancées en particulier par une Française, Madeleine Biardot. Donc, je voulais le signaler parce que je ne Ok. suis pas forcément d'accord avec cette interprétation. Mais en tout cas, en étudiant très précisément le Mahabharata en particulier, eh bien, elle essaie de montrer en quoi ça peut être des réponses face au bouddhisme, en fait. Euh, Oui. donc, C'est, pardon, oui. Donc, c'est une question assez étonnante toujours que le bouddhisme est né en Inde, mais aujourd'hui, on ne trouve pas les preuves. D'ailleurs, Jawaharlal Nehru, dans son livre Discovery of India, il a aussi expliqué ça, que ces raisonnements, pourquoi il y avait quelque part une perte de bouddhisme en Inde.
Mais j'aimerais bien, avant de aussi peut-être parler d'autres choses, vous pouvez juste distinguer entre les Védas et Upanishads et surtout les Varnas qui étaient absents dans les Védas, je pense, oui. Euh, et le fait aussi que vous citez dans le livre, aujourd'hui, on a des écoles qui proposent les hymnes védiques. Il y a les départements sciences védiques ou mathématiques, médecine ayurvédique et le yoga et au yoga. Donc ça, c'est l'Inde aujourd'hui qui souhaite peut-être être inspiré par l'ère védique. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, ça revient à ce qu'on disait sur les deux interprétations de l'Inde, c'est-à-dire qu'il y a un- l'idée qu'il y a une forme d'âge d'or de la civilisation indienne qui serait à cette époque védique, donc de la production des Védas, de ces hymnes, et dans lequel on va trouver aussi des traces d'autres types de recherches. Bon. Et donc pour mettre en valeur en fait cette période-là, on va qualifier de védique en fait un certain nombre de sciences, y compris mathématiques, mais qui en fait sont le résultat de connaissances qui se sont développées au cours des siècles et pas seulement à l'époque védique en réalité, vous voyez. Donc c'est vraiment un héritage très très long. Mais on va utiliser ce terme de védique parce que c'est considéré comme cet âge d'or en fait ancien par un courant de l'hindouisme et des politiques d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est pour ce terme de védique qui en fait maintenant va recouvrir tout un tas de choses qui ne sont pas forcément vraiment reliées à l'époque védique historique, vous voyez. Euh, Oui, donc ça c'était pour la question oui, d'aujourd'hui. Et puis oui, alors les Upanishads, c'est les productions finalement les plus récentes de cette littérature védique et qui justement mettent en valeur la présence des grands dieux qui deviennent en fait les dieux principaux du brahmanisme ensuite, et oui, notamment Shiva et Vishnu. Effectivement, bon, il y a aussi Brahma, mais disons les deux principaux qui sont ensuite l'objet de dévotion. oui. Et il y a aussi le mot caste. Vous dites que ça vient du portugais, casta. Il y a ça. Il y a une autre chose, c'est vous parlez aussi dans le livre de la civilisation sanscrite plus tard, au 6e siècle. Ah non, pardon, à partir du 6e siècle avant notre ère, les Indo-Aryans se sédentarisent dans la vallée du Gange. Et c'est ça qu'on appelle la civilisation sanscrite. Oui, alors la première question c'était Sur la caste, le mot. oui, en fait, alors ça c'est la question. Justement, alors dans le livre, j'ai fait exprès de ne pas consacrer de chapitre spécifique sur la caste ou sur l'histoire de la caste, et j'ai voulu vraiment l'intégrer dans chaque chapitre finalement, dans chaque moment chronologique, pratiquement. Il y a un moment où j'évoque cette question-là, parce que on sait très bien que c'est quelque chose qui vient tout de suite quand on parle de l'Inde, hein. En France, si on parle de l'Inde, ah les castes, bon. Donc c'est un sujet qu'il faut forcément aborder, et aborder en historien. C'est-à-dire que c'est pas les anthropologues qui observent, par exemple, les situations actuelles. Qu'est-ce que c'est que la caste aujourd'hui en Inde, comment les gens en parlent, comment c'est étudié scientifiquement, etc. Ils décrivent une situation contemporaine, actuelle, de ce qu'est la caste. Et la grande erreur que l'on commet, c'est qu'on prend cette situation actuelle et on imagine qu'en fait, elle est la trace de quelque chose d'immémorial qui est là depuis toujours et qui n'a pas bougé. Vous voyez, c'est aussi un argument qu'on utilise pour dire l'Inde, il y a une part d'immobilité, de choses qui est conservée. Or, en fait, l'organisation sociale, en groupes sociaux, en classes sociales, elle évolue au cours de l'histoire. Et donc, ce qu'on appelle la caste, en fait, c'est une construction progressive. Alors, Oui, et donc, dans le passé, on va trouver quelques textes en sanskrit, mais il n'y en a pas beaucoup, en particulier les lois de Manu, qui parlent de la division tripartiste en Varna, avec ces trois catégories, donc les prêtres, les guerriers et, euh, et les producteurs. Mais si vous voulez, cette division tripartiste qu'on retrouve dans d'autres mondes indo-européens d'ailleurs, hein, on peut penser aux trois ordres hein, de l'époque de l'Ancien Régime français, et avec un quatrième ordre qui sont les serviteurs. Donc ça, c'est vrai que c'est une division un peu, je dirais presque théorique, c'est un modèle un peu brahman en plus, parce qu'au sommet, il y a les brahmanes,
de ce modèle. Et, euh, et donc, on a pris cette description-là comme la description d'une réalité très ancienne. En fait, ça semble plus probable que ça soit plutôt un monde idéal qui est décrit là. Et un monde idéal, en particulier pour les brahmanes, s'il se passe évidemment au sommet de cette hiérarchie. Mais la réalité sociale elle est une subdivision en beaucoup de groupes très différents. Et dans les sources en fait ultérieures que l'on va trouver, en particulier de pèlerins chinois, arabes qui ont laissé des traces et qui parlent de ces sociétés indiennes, ils ne mettent pas particulièrement en valeur quelque chose qui serait singulier, une division en castes. Des fois, ils parlent de 7 groupes. Enfin, on ne retrouve pas cette chose-là. Et en fait, elle est remise en avant de manière très forte avec la colonisation, parce que les informateurs des Britanniques sont essentiellement des brahmanes qui conservent en fait cette mémoire de ces textes très anciens en sanskrit et qui présentent en fait ce modèle-là, qui n'est pas un modèle en plus répandu dans toute l'Inde. Vous avez des tas de populations nomades en particulier qui sont toujours présentes, alors beaucoup moins aujourd'hui, hein, parce que évidemment l'Inde c'est développé de telle sorte que les nomades n'ont plus beaucoup de place. Mais à la fin du XVIIIe siècle, il y avait encore beaucoup de populations comme ça, qui ne rentraient pas dans ce monde de la caste. Et voilà. Et la subdivision, et le terme de caste, effectivement, c'est un mot qui vient du portugais, donc qui est utilisé pour décrire cette société indienne après le XVIe siècle. Et mais qui ne correspondent pas en fait à des réalités. Soit on parle des Varnas, donc ces grandes subdivisions globales, soit on parle des Jatis, qui sont des subdivisions, enfin, on peut parler de sous-castes, qui sont la réalité sociale de l'Inde et qui se déclinent de manière totalement différente selon les régions de l'Inde. On ne va pas retrouver les mêmes Oui. au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et même les hiérarchies entre ces groupes, parce qu'il y a des hiérarchies, sont différentes selon les régions. Oui. Puisqu'en parlant des religions, et on a déjà évoqué un petit peu bouddhisme et jainisme dont vous avez parlé, mais quand vous parliez de bouddhisme, vous parliez aussi de, bien sûr, Prince Siddhartha. Vous avez aussi dans le livre parlé de Prince Ashoka, ensuite après Dalai Lama, Ambedkar. Donc oui, si vous avez des mots à ajouter juste pour compléter. Et puis aussi sur jainisme et sikhisme. Comme ça, on va faire un tour des religions, mais brièvement, vraiment. Non, sur le bouddhisme, oui, et ce qui, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les pratiques bouddhistes ont quasiment disparu de l'Inde, mais pas tout de suite, hein. Les Palas, par exemple, au Bengale, ont conservé ce bouddhisme présent jusqu'au Xe, XIe siècle, mais ça s'est petit à petit euh, effacé par une sorte de reconquête, en fait, de ce qu'on appelle le brahmanisme et donc de l'hindouisme, quoi, euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et, mais il y a eu quand même un certain maintien et surtout une renaissance en quelque sorte du bouddhisme avec la conversion effectivement d'Ambedkar, qui était un leader de ceux qu'on appelait les intouchables auparavant. Aujourd'hui, on parle de Dalit, et qui avait dit finalement que pour lui, les divisions en castes qui existait au XXe siècle était relié à une conception religieuse du monde et donc à l'hindouisme, et que la seule façon de s'en sortir, c'était de sortir de ce monde hindou, et c'est la raison pour laquelle elle avait choisi le bouddhisme. Et donc il y a un certain nombre de Dalits qui se sont convertis à ce moment-là au bouddhisme en Inde. Après, c'est pas tout le monde, hein, voilà. Mais du coup, il y a cette présence très contemporaine du bouddhisme qui est présentée comme plus égalitaire, en fait. Enfin, totalement égalitaire même par rapport à l'hindouisme. Voilà, donc après, sur les autres formes religieuses, donc, euh, vous parliez du sikhisme, est-ce qu'il y avait autre chose? Jainisme et sikhisme. Alors, le jaïnisme, en fait, apparaît à peu près en même temps, enfin à la même époque hein, que pour le bouddhisme, mais son fondateur avait une, une perception, enfin une conception beaucoup plus radicale que le bouddhisme sur la manière d'aboutir à la délivrance spirituelle, et en particulier avec une exigence de respecter la vie dans toutes ses formes d'une manière absolument totale. Donc végétarisme complet, surtout pas
de tuer en fait les êtres vivants, mais ça peut aller encore plus loin, même les plantes en fait, et c'est pour ça que on ne peut pas consommer de légumes racines qui tuent la plante en fait quand vous la mangez, hein. Si vous prenez un fruit, vous ne tuez pas la plante. Voilà. Et donc c'était des pratiques très très austères, très rigoureuses, et qui du coup ont pu moins se répandre forcément. Mais ce qui les a maintenus aussi, en quelque sorte, puisqu'il n'y a pas eu de concurrence avec l'hindouisme. Donc voilà, donc le jaïnisme s'est maintenu. Il a été assez puissant à un moment dans le sud de l'Inde, aussi, sous les Pallavars en particulier, et jusqu'à aujourd'hui, où il y a toujours des jaïns, et qui ont bien réussi dans le monde des affaires aussi. Oui. Et le sikhisme est arrivé beaucoup plus tard. Et le sikhisme, c'est vraiment là dans un contexte, c'est au XVIe siècle, donc là on est dans le contexte de l'islamisation en fait d'une partie de l'Inde, de l'arrivée de l'islam et du contact entre hindouisme et islam. Alors le sikhisme n'est pas un syncrétisme hein, entre ces deux religions, donc son gourou initial, eh bien, il a proposé une vision qui était d'un Dieu universel, quand même, mais avec une exigence euh, dans la pratique et qui était de se tourner vers le monde extérieur et le service envers la communauté. Et donc, il y a une grande importance pour les Sikhs de la vie communautaire, du partage. Euh, donc ça, c'est un aspect très important dans leur pratique. Par Oui, exemple, terre, hein, où tout le monde mange ensemble. On a vu d'ailleurs cette capacité-là au moment des grandes mobilisations paysannes autour de Delhi. Euh, C'était beaucoup de Sikhs qui venaient du Pendjab qui proposaient la nourriture aux paysans qui étaient là pour protester contre les lois qu'ils voulaient voir oui. enlevées. Il y a une autre religion en Inde qu'on ignore souvent, c'est des chrétiens. Et donc, ça représente, si je ne dis pas de bêtises, plus de 1% de la population indienne. Et puis, c'est quelque chose qui m'avait étonné, c'est que les premiers chrétiens en Inde sont venus de Jérusalem et qui se sont allés vers le sud de l'Inde, surtout côte de Kerala. Et ils sont arrivés apparemment en Inde même avant que les chrétiens sont arrivés en Angleterre. Ça, j'ai pas lu ça dans votre livre, mais j'avais lu ça ailleurs. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous avez d'autres commentaires sur cette communauté en Inde? Parler des chrétiens dans ce livre, bon, malheureusement, c'est une brève histoire, on ne peut pas tout évoquer. Oui, oui, les chrétiens dits syriaques, en fait, hein, sont arrivés effectivement très tôt sur les côtes de l'Inde. Bon, là, c'est pareil, hein, c'est un peu comme pour les Juifs dont je parlais tout à l'heure. On n'a pas forcément des preuves totales, en fait, du moment de leur arrivée. Donc, il y a beaucoup de mythes autour de cette arrivée. Il y a aussi l'idée que Thomas lui-même, l'apôtre Thomas, serait venu en Inde, etc. Donc ça. Bon, c'est des interprétations, c'est pas des impossibilités, mais voilà. Donc effectivement, il y a une présence très ancienne des chrétiens, mais qui reste très marginale. Donc effectivement sur la côte du Kerala, ensuite également sur la côte du Tamil Nadu. Et puis ensuite, là où vraiment le christianisme se développe plus, c'est par des conversions qui se produisent après l'arrivée des Européens. Donc d'abord les jésuites qui n'ont pas tellement réussi d'ailleurs dans leurs entreprises de conversion, puisqu'ils essayaient plutôt de convertir les brahmanes au début, ça n'a pas marché. Et puis ensuite, plutôt des conversions de populations plus pauvres, en particulier des pêcheurs, par exemple, dans le sud. Et alors là, d'une manière beaucoup plus massive et développée, des conversions dans le nord-est de l'Inde, auprès des populations tribales du nord-est, qui sont devenues chrétiennes parfois en majorité. Oui. Et dans le livre, ce qui était intéressant aussi, que vous parliez pas mal sur le sujet de commerce avec l'Europe, entre l'Inde et l'Europe de l'époque, des premiers quelques siècles de notre ère. Et souvent, c'est une question très intrigante parce qu'on dit qu'à l'époque, euh, le commerce avec l'Inde, c'était pour les épices davantage. Mais on se demande qu'est-ce que faisaient les Européens avec ces épices parce qu'on ne les voit pas ici dans la cuisine, au moins dans la nourriture. Mais vous dites qu'il avait quand même des utilités, usages dans la cuisine, mais aussi pour la médecine gréco-romaine. Oui, oui, complètement, c'était très utile. Et il faut bien penser que les épices, c'était une nécessité
dans les époques où on n'avait pas de réfrigérateur pour conserver les aliments. Et donc, c'est aussi pour pouvoir les conserver et laisser, enfin, quand on consomme même de la viande séchée ou des choses comme ça, on a besoin d'épices. Donc, les aromates, c'est aussi pour les parfums. C'est aussi, en fait, on les utilise dans beaucoup de domaines, mais pas seulement la cuisine. Donc la médecine, comme je disais, les parfums aussi. C'était vraiment des ressources très recherchées dans le monde gréco-romain. Et Oui, c'est un point très important. Mais il n'y avait pas que les épices, hein. Il y avait aussi l'ivoire, il y avait aussi même les animaux exotiques, enfin bon, beaucoup de choses. c'est vrai. Et contrairement à ça, vous dites que les Indiens n'étaient pas très intéressés par la marchandise étrangère européenne et du coup, ils n'avaient pas vraiment une raison de naviguer. Enfin, en tout cas, d'aller très loin. Ils naviguaient, bien Mhm. surtout beaucoup de cabotage pour le commerce d'Inde, enfin de région d'Inde à l'Inde. Mais c'est vrai que d'aller jusqu'à l'Égypte ou bon, pourquoi? C'était très dangereux quand même de partir sur les océans. Donc Oui, pas une nécessité, c'était moins le cas. Donc ça explique pourquoi on trouve pas beaucoup de marchands, de preuves en fait de présence de marchands indiens en Méditerranée, alors que on sait que des marchands arabes et plus tard des marchands aussi et des marchands romains et des Grecs aussi sont allés jusqu'en Inde. Donc oui. c'est très c'est marchandise. Puisqu'on est sur le sujet de la circulation, des échanges, une, euh, un passage que j'ai trouvé aussi très, très parlant, vous parlez de la circulation comme une méthode de contrôle. Et la circulation, vous dites que est une méthode de contrôle en Inde. Les vice-rois et les gouverneurs britanniques aussi ont fait comme les rois indiens. Même Gandhi, il a beaucoup marché et il a passé beaucoup de temps sur les routes. On a vu récemment aussi Bharat Jodo Yatra de Rahul Gandhi. Donc, il y a vraiment cette tradition en Inde de la marche, d'aller ailleurs, de circuler. Ah, en fait, ça faisait, quand je parle de ça, c'est pour montrer un peu une spécificité aussi des régimes politiques en Inde qui ne se déploient pas. Enfin, la plupart enfin, ils n'ont jamais, par exemple, fabriqué, produit des statues à l'effigie des rois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne connaît pas la tête qu'avaient les rois. Il y a juste sur les pièces où on va trouver des profils, et ça, c'est vraiment des copies en fait de ce qui se passait dans le monde gréco-romain, parce que les pièces gréco-romaines ont circulé en Inde, et du coup, les souverains locaux ont pris cet usage à ce moment-là. Mais il n'y a pas de. Donc, du coup, enfin, la réalité physique des rois et des princes, etc., n'est pas connue par les populations. Et en plus, très souvent, les différents royaumes et régimes de l'Inde ne contrôlent pas d'une manière identiques, les régions centrales, les régions plus éloignées. Donc il y a toute une échelle de contrôle comme ça. Et effectivement, comme il n'y a pas de bureaucratie très développée qui puisse assurer ce contrôle, eh bien, il y avait une forme de nécessité de circuler pour se montrer, pour finalement nouer aussi une relation avec les sujets et les habitants du royaume, qu'ils soient grands ou petits. Donc c'est une pratique aussi politique finalement, cette circulation. Mais c'est vrai que c'est aussi une pratique religieuse, hein, puisque Oui. à la rencontre des dieux dans les temples pour recevoir le darshan et donc pratiquer des pèlerinages. Donc finalement, ça se retrouve à la fois dans le domaine politique et dans le domaine religieux. Et c'est quelque chose que les Britanniques ont dû aussi pratiquer parce qu'ils ont bien vu que c'était quelque chose de très important pour affirmer leur pouvoir. Ça ne suffisait pas de quelque chose de théorique, hein, qu'il fallait aussi circuler. Et donc c'est une Être pratique. visible, être présent aussi, être reconnu. Mhm. Vous parlez aussi de la relation entre la sphère politique et la sphère religieuse. Et là, vous dites que le roi avait besoin du Brahman pour légitimer son pouvoir et aussi pour le purifier, parce qu'il fait la violence et il faut l'expier, mais aussi pour s'imposer sur des populations ayant des croyances très diverses. Le roi n'a le plus souvent pas d'exclusive. Et il est en quelque sorte condamné à la tolérance religieuse et protégé le plus souvent tous les cultes. Donc là, c'est une sorte d'obligation. Je parle de ça aussi parce qu'on parle souvent en Inde, on évoque la période musulmane comme étant très destructrice. Et aujourd'hui, on l'instrumentalise quelque part.
mais il faut aussi comprendre quelle était la réalité et besoin de l'époque et que les rois hindous et musulmans ont fait la destruction pour des raisons plus politiques que religieuses. Oui, alors là, vous abordez deux sujets différents. Effectivement, la relation entre la sphère politique et la sphère religieuse, c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre parmi des anthropologues qui ont souvent construit une sorte d'image du roi hindou type qui ne peut gouverner qu'en relation avec le brahman qui, comme vous dites, purifie ses actions violentes. Euh, mais en réalité, ça aussi, c'est un modèle un peu théorique. En plus, il y a même eu des chefs politiques brahmanes, enfin, les brahmanes ne sont pas confinés à cette position-là. Euh, et en fait, les rois, même ceux qui pouvaient être qualifiés d'hindous, on voit très bien que dans leur royaume, qu'ils soient grands ou petits, qu'on parle d'empires très vastes comme l'empire d'Ashoka ou de tout petits royaumes des Rajputs, par exemple, eh bien, à l'intérieur de leur sphère de contrôle, il y avait une diversité de population, de langue et aussi de religion. Alors ça peut être des minorités, même des Jains par exemple, dans un contexte qui est plutôt hindou, des quelques bouddhistes, bon, et puis ensuite après aussi des musulmans. Et finalement, ces pouvoirs politiques, quand on regarde vraiment dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a toujours, oui, des formes d'acceptation et de tolérance, et ils sont obligés de le faire parce que leurs sujets sont comme ça, ils ne peuvent pas imposer en fait par-dessus une seule religion. Et bon, ça, c'est pour des époques, disons, dites classiques de l'Inde, jusqu'au Xe siècle. Bon. Et alors, ensuite, quand on va vers les époques plus récentes, avec l'arrivée, effectivement, de conquérants musulmans, turcs, afghans, puis les Moghols, qui eux, ont une pratique musulmane. À la suite, avec eux arrivent aussi des populations venues d'Asie centrale, qui s'installent avec eux à la cour, etc. Et on observe des conversions vers l'islam, mais il n'y a jamais eu d'imposition d'une seule religion, c'est-à-dire d'obligation pour tout le monde de se convertir. De toute façon, ça n'aurait été impossible dans un contexte indien. Il y avait déjà trop de population, les musulmans n'étaient pas assez nombreux, donc ils ne pouvaient même pas envisager cela. Donc il n'y a pas eu d'effet de conversion massive. On peut comparer avec ce qui s'est passé en Indonésie, hein, en fait, où là, toute la population quasiment est devenue musulmane, donc ce n'est pas du tout le cas en Inde. Donc ça veut bien dire que ces souverains ont conservé finalement cette multiplicité, cette diversité en Inde. Et quand il y a des guerres, des pillages, par exemple, il y a des pillages de temples, avec des massacres de gens, hein, ça c'est certain, euh, en fait, c'est pas avant tout pour des questions religieuses, c'est pour des questions politiques. Parce que, alors, et aussi économiques, parce que les temples étaient riches. Donc, ça pouvait permettre de récupérer des biens. Et c'était aussi politique parce que les chefs contre lesquels on se battait, et pour eux, le temple avait une importance politique, puisqu'il les protégeait. Et donc, attaquer le temple, c'était attaquer le roi aussi, qui contrôlait la région où était le temple. Donc on a ça. Et en fait, quand on observe dans les périodes euh, où c'était des musulmans qui étaient à la tête de régimes politiques, entre le Xe et le XVIIIe siècle, les guerres qui étaient menées, elles étaient tout aussi bien contre des souverains musulmans. Donc ce n'était pas Hmm. des guerres de musulmans contre des hindous. Et à l'inverse, les souverains que l'on qualifie d'hindous, par exemple l'empire de Vijayanagara, qui a dominé le sud de l'Inde entre le XIVe et le XVIe siècle, qui est souvent qualifié aujourd'hui justement de dernier grand empire hindou, qui aurait résisté au développement de l'islam en Inde. En fait, à l'intérieur de c'est tout à fait anachronique d'utiliser cette terminologie. Et à l'intérieur de cet empire, on voit bien que dans la capitale Vijayanagar, il y avait des musulmans qui étaient présents, ils étaient aussi dans l'armée, les souverains du Vijayanagar ont protégé les cités de la côte du Kerala où étaient les cités-États qui étaient parfois essentiellement musulmanes. Donc voilà, on a cette diversité-là. Oui. Même vous avez raison, pardon, même dans l'armée de Shivaji, de Maharashtra, il y avait des musulmans. Dans l'armée d'Akbar, il y avait des hindous, des rajputs. Donc oui, ça existait. Et justement, vous avez dit, au XVIIIe siècle, les musulmans représentaient 35% de la population. Donc même quand ils étaient au sommet,
disons, de leur territoire ou de leur royauté, c'était pas plus que 35%, donc majoritairement, c'était toujours des hindous en Inde. Puisqu'on est sur ce sujet, je vous demande je voudrais que vous parliez un petit peu de Arthashastra de Kautilya et cette stratégie aussi de contrôler, la stratégie de conquête surtout, que oui, c'était un Anglais qui avait publié ça premièrement en anglais, traduit de sanskrit. Est-ce que vous pouvez brièvement parler de Arthashastra? Oui, alors l'Arthashastra, que l'on date probablement du 1er siècle de notre ère, même si certains voudraient le voir plus ancien, c'est un texte, oui, qui a été en quelque sorte exhumé euh, assez tardivement par un Anglais. Et en fait, ça a été un peu un coup de tonnerre parce que on avait à l'époque redécouvert déjà le règne d'Ashoka, donc ce grand roi Maurya qui a prêché la tolérance à travers des édits dans toute l'Inde. Et là, on découvrait un texte qui, je ne dirais pas que c'était l'opposé d'Ashoka, mais c'était aussi des Mauryas, donc même environnement, et qui expliquait comment finalement faire des conquêtes, comment se protéger de ses ennemis, comment développer des techniques d'espionnage, comment attaquer, comment torturer des prisonniers. Enfin voilà, donc vraiment un texte d'une forme de cynisme qui va au-delà de ce qu'on appelle des textes de Machiavel, qui sont souvent utilisés en Europe pour parler justement de la façon de gouverner de manière violente, en fait. Et donc ce texte-là, qui par exemple dit que les ennemis de mes ennemis sont mes amis, on pourrait employer ça pour désigner la relation entre l'Inde et l'Afghanistan, puisqu'il y a le Pakistan au milieu, et donc on essaye d'avoir cette relation avec ceux qui sont au-delà. Et c'est utilisé aujourd'hui comme euh, même une sorte de manuel pour les entrepreneurs, parce que ça explique comment amasser des richesses. Et puis, ah oui, il y a aussi une chose que je cite dans le livre, c'est qu'apparemment, c'est aussi signalé dans l'armée pakistanaise comme une preuve Oui. de la duplicité des Indiens et de leur capacité à, Très finalement, bien. Oui, c'est ça qui m'avait aussi choqué quelque part, parce qu'en Inde, je n'avais pas imaginé que c'était si sérieux et si présent, peut-être inconsciemment, mais apparemment c'est le cas.